Dans ce métier en mer, il y a maintenant des moyens modernes. Mais avant, on regardait les étoiles. Voilà l'étoile Man, notamment, qui se penche à l'horizontale. À sa descente, le jour se lève. Puis Homme, étoile du soir. C'est à ce moment qu'elle se lève, puis s'éteint au milieu de la nuit. Quelques heures plus tard arrive Maille, l'étoile du berger. Elle apparaît vers la levée du jour. Il faut aussi compter sur Voa, une constellation de 9 étoiles. Sur celle-ci, nous chantons. Étoile Voa à 9 qui se pose à la longue. Je t'aimais dans les bras de ta mère. Étoile Voa à 9 qui s'allonge à la large. Je t'aimais dans le ventre de ta mère. Étoile Voa à 9 qui s'étale de près, je t'aimais. Ta mère rencontrait ton père. Bon, vous voyez, cette histoire parle de l'amour et de nos traditions. L'amour dès l'âge de l'enfance, pas même à la maturité. On est amoureux sans se voir. C'est l'histoire de nos ancêtres. On se demande parfois comment les choses arrivent, comment les événements s'enchaînent. La vie est faite de grandes décisions et chaque jour de petites. Le quotidien influence nos rencontres, nos passions, nos échecs, notre instinct. À chaque instant, nos choix dirigent notre vie. Certains d'entre nous, sans même l'avoir décidé ni entrevu, entreront dans l'histoire. D'autres, en ayant fui les honneurs, la célébrité et le pouvoir, deviendront des légendes. C'est le cas d'Alexandre Yersin, vainqueur de la peste. Alexandre Yersin est d'origine suisse. Il est né le 22 septembre 1863 à Lavaux, dans le canton de Vaud. Et après son baccalauréat, il s'est dirigé vers les études de médecine, qu'il a commencé d'abord en Allemagne, à Marbourg, et ensuite à Paris. Il est venu à Paris. Yersin poursuit ses recherches et en 1887, il choisit la diphtérie comme thème de travail et la tuberculose comme sujet de thèse. Ses travaux sont reconnus et deviennent célèbres dans le milieu scientifique. Le jour du Nouvel An 1888, il dîne en compagnie du professeur Roux chez Louis Pasteur et sa femme. Pasteur l'adopte et l'intègre à son équipe. C'est d'ailleurs cette année-là que le nouvel Institut Pasteur est inauguré à Paris. Un an après, on construit la Tour Eiffel et on fête le 100e anniversaire de la Révolution française. Tout semble prédestiner Yersin à une brillante carrière de chercheur au sein de l'Institut Pasteur. Mais ce ne sont pas là ses rêves. Pour satisfaire ce besoin de voyager, Yersin trouve un biais, c'est-à-dire qu'il s'engage comme médecin de bord dans la compagnie des messageries maritimes. Et malgré la tristesse que Pasteur et Roux ont de le voir partir, mais le choix de Yersin est très déterminé, eh bien Pasteur va accepter d'écrire une petite recommandation auprès de cette compagnie des messageries maritimes. Durant son engagement pour la Compagnie des messageries maritimes, Yersin navigue de la Méditerranée à la mer Rouge et de la mer Rouge à l'océan Indien. Le hasard veut qu'il prenne place à bord d'un navire côtier qui longe les côtes du Vietnam, alors divisées en 3 entités. Le Tonkin au nord et l'Annam au centre, ayant tous deux le statut de protectorat, et la Cochinchine au sud, érigée par la France en colonie. Se rendant de Saigon à Haiphong, son bateau fait escale à Nha Trang le 6 mai 1891. Même vu de loin, c'est le coup de foudre. Dans la correspondance avec sa mère, il évoque « Après Saigon, le premier point d'arrêt fut Nha Trang. Il faut 28 heures pour y arriver, on mouille à 1 mille de la côte et on ne reste qu'1 heure. Aussi, il n'est pas possible de descendre à terre et c'est dommage. Le pays est très montagneux, paraît très pittoresque et les tigres y pullulent. » Après s'être initié à la navigation, à l'usage du sextant et du théodolite,
Le 29 juillet 1891, il accoste sur le rivage à bord d'une pirogue qu'il s'est fait construire. Il est alors âgé de 28 ans. D'emblée, il est conquis par la beauté de Nha Trang. Il s'y installera 4 ans plus tard, en 1895. C'est en raison du charme naturel et du calme de l'endroit, de la simplicité de ses habitants, qu'il tombe amoureux de ce petit village. C'est monsieur Bui Quang Phung, quelqu'un de ma famille que je dois appeler grand-père. C'était une personne brillante dans les études. Il a réussi le concours de mandarin national. Mais il a quitté la cour royale de Hué pour suivre Alexandre Yersin sur le chemin de la recherche scientifique. Je suis Chang Quang Sang, fils de monsieur Chang Quang Se, dont le père est originaire de Bindin Quinyan et s'est marié et installé à Nha Trang. Quand il avait 10 ans, M. Yersin l'a amené à la maison. Il l'a élevé, puis l'a envoyé apprendre des métiers à Saigon, chauffeur, frigoriste et électricien de maison. Yersin est affecté donc sur la ligne des messageries maritimes entre Saigon et Manille. Et lors d'une escale à Saigon, il apprend qu'un médecin français est arrivé à l'hôpital. Il va le rencontrer. C'est Calmette, qui est mandaté par l'Institut Pasteur de Paris pour créer un Institut Pasteur à Saigon qui sera le premier institut hors de France. Yersin décline l'offre de travailler avec le docteur Calmette à Saigon. Il rêve d'aventure. Il part à cheval de Nha Trang pour établir le tracé d'une route jusqu'à Saigon. Puis, avec un montagnard, il s'enfonce à pied dans les forêts, arrive à Jiring. Là, arrêté par de nombreux obstacles, il retourne seul à Phan Thiet et regagne Nha Trang en barque. Loin de se décourager, le 28 mars 1892, il quitte Nha Trang dans le but de traverser la chaîne Tuong Son et d'arriver au Mékong. Si le littoral du Vietnam est alors bien connu, l'arrière-pays ne l'est qu'à peine, voire pas du tout. C'est une région inexplorée, une terre insalubre, parsemée de tribus de minorités ethniques hostiles au pouvoir central. L'exploration est indispensable et Yersin mesure parfaitement l'importance de son projet. C'est à ce moment qu'il intègre le corps de santé des colonies et pays du protectorat, ce qui lui assure une certaine sécurité financière. De Ninoa, au-dessus de Nha Trang, il part accompagné de 5 auxiliaires vietnamiens relever les coordonnées des villages. Il traverse Ban Mi Thuot, habité par les minorités ethniques, et gagne Trung Treng, situé sur le bord du Mékong. Après la descente du fleuve, il arrive à Phnom Penh et regagne Saigon en bateau. En 2 mois et demi de marche, Yersin a atteint son but.
Outre une moisson d'observations ethnologiques et 140 clichés photographiques d'un réel intérêt, il établit une cartographie précise de la région parcourue entre la côte et le Mékong. Ces pérégrinations s'effectuent à titre personnel sans aucune aide de l'État. Le 29 janvier 1893, le gouverneur d'Indochine à Saïgon, Jean-Marie de La Naissant, lui confie de mener à bien les explorations à caractère ethnologique, géographique et économique dans les régions montagneuses du Sud-Annam. Il s'agit d'établir un projet de réseau routier reliant Saïgon aux régions montagneuses, d'étudier leurs richesses naturelles et d'évaluer leur capacité d'élevage du bétail. Le 21 juin 1893, Yersin atteint les hauts plateaux et découvre le massif du Luang Bian, à 1500 mètres d'altitude. Le spectacle est absolument grandiose. Yersin écrit dans ses carnets. Sorti de la forêt des pins, je suis profondément impressionné devant un immense plateau ondulant de collines aux lignes molles, rappelant l'océan moutonnant de larges flots. Il lance l'idée de créer une ville sur ce massif en 1899. La ville de Dalat sera effectivement édifiée à cet endroit. Plus tard, Yersin organisera de nombreuses expéditions et réalisera des travaux de recherche sur le climat, le réseau fluvial, la température, les ethnies, les langues. Elles feront l'objet de publications. Il va s'intéresser à la météorologie et c'est ainsi qu'en 1939, il va réussir à prévoir un terrible typhon qui va pratiquement anéantir la ville. Et la prédiction de ce typhon va lui permettre d'avertir à temps les pêcheurs, de les faire rentrer au port ou de les empêcher de partir. Et il va les accueillir dans ce qu'il appelle son blocos, de sa maison qui est fabriquée en dur. Et les pêcheurs ainsi que les villageois vont ainsi s'abriter du typhon et ça va épargner beaucoup de vies. Il était fort non seulement dans la médecine, mais aussi dans l'astronomie. Il étudiait régulièrement la météo. Quand il voyait venir du vent fort, il appelait mon père, qui devait prévenir les pêcheurs par l'intermédiaire du chef de groupe. « Il ne faut pas qu'ils partent loin en mer », lui disait-il. S'il voyait venir le vent du 3e degré, il faisait hisser un drapeau et positionnait en dessous une lampe typhon. En fonction du nombre de drapeaux, les habitants comprenaient la puissance du vent. Un drapeau pour le vent de 3e degré, 2 drapeaux pour les 4e ou 5e degrés, 3 drapeaux, personne ne partira en mer. Le hasard a voulu que je fusse un petit écolier, participant à la colonie de vacances à Nha Trang avec des camarades de bon âge. Et dans cette colonie de vacances à Nha Trang, avait une visite chez la demeure du docteur Yersin. Et là-bas, le docteur Yersin nous a conduits à un télescope de hauteur presque 3 à 4 mètres, avec une longue vue, très longue, comme une colonne, puisque nous étions des enfants, des écoliers, c'est-à-dire que c'est la première fois dans ma vie que je peux voir une lunette astronomique comme ça. Et le docteur Yersin nous a conduits dans la chambre, et là-bas, il nous a montré le soleil
la lune et aussi les étoiles. C'est très intéressant, très joli. C'est-à-dire, dans ma vie aussi, c'est la première fois. Nous, écoliers, c'est pour la première fois, nous avons l'occasion de merveilles comme ça. Depuis 1886, la peste sévit à Kunming, capitale de Yunnan. L'année suivante, elle gagne le port de Canton. Pendant 28 ans, l'épidémie couvre dans le Yunnan et le Guangdong. Le Tonkin est doublement menacé, à partir du Yunnan limitrophe et par mer. Dès 1892, Yersin signale au gouverneur général le danger de propagation. La peste atteint Hong Kong et l'exploration des régions inconnues ne sera plus jamais le but premier de ses futurs voyages. Yersin, chargé d'étudier la peste au Yunnan, désire avant tout se rendre à Hong Kong. Grâce à l'intervention du docteur Calmette auprès du ministère, il y parvient le 15 juin 1894. C'est un véritable cauchemar, une vision d'horreur. Les rues sont désertes, les maisons barricadées, les fenêtres murées. Les gens meurent dans d'atroces souffrances au terme d'une longue agonie. Les soldats anglais patrouillent dans les rues. Il leur incombe la terrible tâche de repérer les pestiférés et de les transférer, souvent par la force, à l'hôpital Kennedy Town. Justifiés par la volonté de circonscrire l'épidémie, les Anglais enterrent les corps dans des fosses communes après les avoir recouverts de chaux. Pour les Chinois, cette action est très mal perçue. Ils sont attachés au culte des ancêtres, à leurs rites et à leurs traditions, ce qui pour eux revient à condamner l'âme du défunt à l'errance éternelle. Rapidement éclatent des émeutes qui sont sévèrement réprimées par les Anglais. Ces derniers ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée de Yersin, un homme seul, avec seulement un autoclave et un microscope. En 1894, on est loin de l'entente cordiale. Yersin est très mal accueilli par les uns et les autres. Il faut dire que l'hôpital est un mouroir où les pestiférés agonisent dans les couloirs. Un médecin japonais, Kitasato, a reçu la bénédiction de tous pour étudier la peste à Hong Kong. Yersin, de ce fait, rencontre beaucoup de difficultés. Il se voit interdit d'accès à l'hôpital, donc impossibilité pour lui de disséquer des cadavres. Il décide de mener les recherches de son côté. Il se fait construire une case en bambou qui se compose de 2 pièces, l'une pour travailler, l'autre pour y habiter. Il y installe ses tubes de culture et ses cobayes. Contrairement à Kitasato, qui réalise des prélèvements de sang sur les cadavres des pestiférés, Yersin est lui persuadé que c'est dans les bubons, ces excroissances abominables et putrides qui se développent sous les aisselles, qu'il faut chercher. Il décide de dérober des cadavres la nuit à la morgue ou à la sortie des temples et parvient à soudoyer des marins anglais pour les transporter. 7 jours après son arrivée, il découvre le bacille de la peste. Alors pour vérifier cette théorie, Yersin a inoculé le bacille de la peste, le soi-disant bacille de la peste, à des cobayes et à des souris. Alors les souris sont mortes en 24 heures et les cobayes ont mis 3 à 6 jours pour mourir. Mais le plus important, c'est qu'à la fin, tous les cadavres des animaux présentaient les fameux bubons, les affreux bubons de la peste. Immédiatement après avoir découvert le bacille de la peste à Hong Kong, Yersin va revenir à Paris et là, avec Roux, Borel, Calmette, ils vont essayer de mettre au point un vaccin en chauffant le bacille de la peste à 58 degrés pendant 1 heure. Ils vont réussir à l'atténuer et le vaccin va être efficace lorsqu'il est injecté par voie sous-cutanée à des lapins. Et devant les résultats satisfaisants, il passe au cheval. Et avec le cheval, donc, ça permet de produire une grande quantité de sérum. Des injections répétées de bacilles
dans les voies intraveineuses du cheval permettent de l'immuniser. Et le sérum produit par le cheval permettait de protéger le cobaye, le lapin et surtout les souris. Et en fait, après l'injection du bacille de la peste, 12 heures après, si on injectait le sérum, on pouvait éviter le déclenchement de la maladie. Yersin ne crie pas victoire. Il sait pertinemment que la peste n'est pas encore battue. C'est comme un monstre aux 1000 tentacules qui meurt et qui renaît de ses cendres. Donc, non, pour lui, la peste n'est pas encore vaincue. Donc les tests sont faits d'abord sur des petits animaux. Et si ça marche, donc, on les essaye sur un grand animal, comme le cheval. Et si c'est satisfaisant, à ce moment-là, on peut produire une grande quantité de sérum qui peut être utilisé pour d'autres expériences ensuite, et éventuellement passer à l'homme. La peste, quant à elle, au bout de quelques mois, elle a régressé et elle est partie d'elle-même, comme elle était venue. Et donc, il décide tout naturellement de revenir dans cette base de Nha Trang qu'il avait découverte quelques années plus tôt, au cours de ses voyages, et d'y construire son premier laboratoire, ici même, dans une petite ville assez isolée, qui lui permet à la fois de ne pas mettre en péril les populations et d'un autre côté de pouvoir facilement avoir accès à la mer, pour pouvoir repartir très rapidement en cas d'épidémie en Chine ou dans n'importe quelle partie du Vietnam. Yersin n'a pas à attendre bien longtemps. Dès 1896, la peste réapparaît à Canton et à Amoy, en Chine. Lorsqu'il arrive à Canton, l'évêque de Canton demandera de sauver un jeune séminariste du nom de Thizé, qui est atteint d'une forme très avancée de peste. Yersin expliquera à l'évêque que son sérum n'a pas encore été testé chez l'homme, qu'il n'a aucun résultat à lui proposer, si ce n'est que cela marche chez l'animal. Devant le cas absolument dramatique de ce jeune séminariste chinois, Yersin et l'évêque décident donc de tester ce nouveau sérum qui se révélera parfaitement efficace et sauvera le jeune chinois d'une mort certaine. Il est très mal accueilli par les autorités chinoises qui voient en lui quelqu'un qui vient non pas pour sauver des vies humaines, mais plutôt pour essayer de tester l'efficacité de son vaccin. C'est vrai que jusqu'à présent, aucune expérience, aucune tentative d'injection du vaccin n'avait été faite sur l'homme. Et de plus, la société chinoise est très traditionnaliste et très méfiante vis-à-vis de la médecine occidentale. Alors finalement, bien entendu, Yersin finit par trouver des familles chinoises qui étaient dans le désarroi. Ils avaient des proches qui mouraient. Et ces familles ont souhaité que Yersin applique le sérum à leurs proches. Donc Yersin a administré le sérum aux malades et les premiers à qui il a fait cette administration sont spectaculairement remis de leur maladie. Yersin a émis l'idée à l'époque, idée aujourd'hui banale et évidente, que le rat était le premier animal à contracter la peste et à le véhiculer. En effet, dès son arrivée à Hong Kong, il avait remarqué le très grand nombre de rats morts dans les rues des quartiers affectés. Il y avait donc un vecteur pour transmettre la peste du rat malade vers le rat sain. Et c'est là qu'on a découvert que c'était les puces qui transmettaient le bacille de la peste, qui était le vecteur principal du bacille de la peste. La chaîne épidémique était donc bien décrite. Pour combattre la maladie, il fallait d'une part non seulement tuer les rats, dératiser, mais il fallait également désinsectiser pour tuer les puces, afin de rompre cette chaîne épidémique. Yersin quitte Bombay et le docteur Simon pour regagner Nha Trang début juillet 1897. Sachant que la bataille n'est pas encore terminée, il intensifie la production du sérum de la peste. En fait de laboratoire, le savant doit se contenter d'un petit local en matériaux légers.
le destin s'acharnera à plusieurs reprises sur l'Institut. En 1896, une première tempête en détruira un tiers. En 1901, une seconde tempête l'anéantira totalement. Nullement découragé, il fera reconstruire l'Institut en ayant soin de le situer loin de la mer. Le 23 juin 1898, la peste éclate au village de Khon, un hameau proche de Nha Trang. Les paysans succombent à l'épidémie les uns après les autres. Le fléau est arrivé de Chine, de Canton précisément, à bord des jonques des commerçants chinois. L'éradication de l'épidémie prendra presque une année. Yersin découvre pendant cette période qu'il existe différentes formes de peste et présentant des symptômes différents. La peste bubonique, la peste pulmonaire, la peste foudroyante. Au fil des ans, il adaptera son sérum aux différentes formes de la maladie. Après la peste humaine, il s'attaque à la peste bovine, responsable d'hécatombes dans le bétail indo-chinois. Conscient que le Vietnam est un pays essentiellement agricole, Yersin mesure toute l'importance de protéger les buffles, les bœufs et les chevaux, car ces animaux sont essentiels à la survie des paysans. Progressivement, l'Institut Pasteur de Nha Trang se spécialise dans les pathologies animales. Ainsi s'effectue une heureuse répartition des tâches avec l'Institut Pasteur de Saigon, spécialisé dans les pathologies humaines et dirigé par Albert Calmette. En ce début de siècle, les apports d'Alexandre Yersin dans le domaine de l'élevage et de la science vétérinaire permettent à ceux-ci de solides avancées. Les vétérinaires vietnamiens ont toujours considéré l'Institut Pasteur de Nha Trang comme le temple de leur profession. Yersin et l'un de ses collaborateurs, Shane, démontrent l'existence de la peste bovine et de la pasteurellose, maladies associées et souvent confondues. Ainsi, dès 1904, l'Institut Pasteur de Nha Trang produit le sérum antipesteux pour les bœufs. 30 ans après, il produit déjà presque tous les sérums et vaccins traitant les maladies épidémiques des animaux domestiques, comme la pasteurellose bovine et porcine, le charbon bovin, la peste bovine et porcine et le choléra de la volaille. Toute sa vie, Yersin formera des vétérinaires pour l'Indochine. Pour les besoins liés à ces projets, l'Institut Pasteur de Nha Trang se dote d'écuries et d'étables. Alexandre Yersin suit la philosophie pasteurienne. Le personnel scientifique doit être déchargé de toute préoccupation étrangère à la recherche scientifique afin de mener à bien ses travaux, sans se soucier de leur rentabilité économique à court terme. Il suivra ce modèle tout au long de sa vie. Pour survivre, l'Institut Pasteur de Nha Trang ne peut compter que sur lui-même. Lors de sa fondation en 1895, le gouverneur de l'Indochine avait alloué 5000 piastres à l'Institut Pasteur. Il s'agit de la seule et unique subvention étatique. Dans les premiers temps, Yersin fait vivre l'Institut avec son salaire, celui qu'il perçoit des corps de santé des colonies et pays du protectorat, ses primes et l'aide financière de ses amis, les docteurs Roux et Calmette. Le succès et les besoins de son entreprise l'amènent à chercher de nouvelles sources de financement. Yersin, tout d'abord, a créé la station agricole de Chuzhou, à 5 km de Nha Trang, au sud de Nha Trang. La première chose qu'il a voulu, il fait un pâturage pour l'élevage des chevaux, des animaux. Alexandre Yersin a essayé de faire de l'élevage. Sous la direction de Jacques Otto, il a ordonné de faire des croisements entre des taureaux de Bretagne et des vaches vietnamiennes. En outre, Alexandre Yersin a permis d'améliorer d'autres races en élevage, telles que la chèvre, les moutons, le coq. Enfin, ces métissages d'animaux importés de France
qui était déjà d'excellente qualité, avec des animaux locaux, ont permis vraiment l'obtention d'hybrides de très haute qualité. Le succès d'acclimatation de plusieurs espèces dans les élevages vietnamiens lui ont permis de pouvoir commencer à avoir un premier soutien financier pour ses recherches. Mais ce n'était pas suffisant. Il a dû continuer à chercher de l'argent et, entre autres, il s'est tourné vers l'agronomie tropicale. Et après, il s'est aperçu qu'il y a encore de l'espace. Pour avoir du crédit, pour se suffire à la plantation, il compte acclimater beaucoup d'arbres d'Europe, de tous les pays. Certains arbres ne poussent pas. Alors après, il a pu choisir l'arbre à Hévéa. Voilà. C'était en 1897. Il a semé 2000 graines importées d'Indonésie. Alors, l'arbre pousse bien. Voilà. C'était le premier état de caoutchouc du Vietnam. L'EVA, importé en fraude en Asie du Sud-Est au XVIIIe siècle, a détruit l'économie coloniale brésilienne, région du globe qui en avait l'exclusivité. Cet arbre du Brésil, nommé par les Indiens caoutchouc, soit l'arbre qui pleure, est à l'origine du nom caoutchouc. Nous sommes là dans la plantation d'EVA que Yersin avait mise en place au début des années 1900 grâce à une donation de terrain qui lui a été faite par le résident. Et c'était une excellente idée parce que cette plantation d'EVA a permis à Yersin de vendre son latex à la société Michelin au début de l'industrie automobile et ainsi de pouvoir subventionner ses recherches, de construire des laboratoires, de faire ses expériences. Et là, nous avons un magnifique, très vieil EVA, de toute beauté. La deuxième plante acclimatée à l'Indochine, c'est l'arbre à quinquina. Il a pensé, si en de ces jours, le Vietnam, l'Indochine sera bloqué. Il y a un blocus. Alors comment sauver ces pauvres malades de paludisme? Elle a importé également les plantes. Et comme ces plantes s'acclimatent seulement en altitude, c'est à Honba qui compte les faire. Les premières années, l'arbre à quinquina poussait bien. Mais regrettablement, après 3 ans, ces premiers arbres dépérissent. Alors il a fait, comment? C'est un virus, non? Il a découvert que la couche des musses à Honba est trop mince. Il doit déplanter quelques arbres pour les replanter à Giring, dans le plateau de l'Ambian. Et ça pousse bien. C'était en 1917, lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a pu récolter quelques tonnes de quinine extraites de ces arbres pour sauver les paludiennes. Les choses se sont passées telles qu'avait prévu le docteur Yersin. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le passage pour le transport maritime étant coupé entre la France et l'Indochine, les médicaments tels que la quinine n'arrivaient plus en Indochine. Aussi, on utilisa l'écorce d'arbres à quinquina de Derak pour fabriquer la quinine sur place afin de guérir les gens de la malaria.
Médecin humaniste soignant les malades avec compassion, chercheur mettant au point des sérums et des vaccins sans se soucier de la gloire, Yersin est aussi un pédagogue et un formateur. Très tôt, il perçoit la nécessité de former une élite locale en matière de médecine. Il était question de fonder un établissement d'enseignement médical en Indochine depuis plusieurs années. C'est ainsi que ce savant de 39 ans est choisi par Paul Doumer, en raison de sa réputation scientifique qui est universelle, dira-t-il. L'arrêté sur la fondation de l'école est signé le 8 janvier 1902. La première pierre de l'école est posée au village de Tai Ha. Yersin cumule ainsi les fonctions de directeur de l'Institut Pasteur de Nha Trang et de directeur de l'école de médecine de Hanoï, lieu de recherche et d'enseignement. Il insiste pour que l'école ne se cantonne pas à être une simple faculté de médecine. Il entend accorder une place prépondérante à ce que l'on appelle la culture générale. Le programme de l'école comporte des cours de français, d'histoire, de géographie, de physique et de chimie, en parallèle aux études de médecine. Yersin, dans ses choix, revendique sa volonté de vouloir former non seulement des savants spécialisés dans leur domaine, mais aussi des honnêtes hommes ouverts au monde, imprégnés de valeurs humanistes. Vous voyez, c'est une des classes françaises de notre faculté. Il y a des professeurs français qui viennent dans notre faculté. Ce sont, vous voyez, il y a des jeunes enseignants, des jeunes médecins qui viennent de toutes les provinces. On vient ici pour perfectionner dans le domaine de la langue française. Et avant de partir pour la France, pour faire un forçon interne dans les hôpitaux de la France. Alors, proximité REA, 400 € par mois, charge comprise. Yersin était un humaniste et un encyclopédiste. Il voulait que les gens soient formés de cette façon, c'est-à-dire un homme formé en tant que tel, un médecin qui soit un vrai médecin, qui voit les gens dans leur ensemble, pas en fraction comme ça. Donc il voulait que le médecin vietnamien soit formé comme un vrai médecin, humaniste, avec toutes les sciences médicales et fondamentales nécessaires et humaines nécessaires pour la formation d'un bon médecin, d'un humaniste. Mais il ne pouvait pas, à cause des circonstances. Il ne pouvait pas. Je crois que ça a été à cause de ça qu'il a fait démissionner. Mais dès 1903, Paul Bot, venu remplacer Paul Doumer, montre aussitôt une hostilité envers l'esprit pasteurien. Yersin écrit le 5 novembre 1902 « Avec les idées du gouvernement actuel, il n'y a rien à espérer pour l'avenir des élèves qui sortiront de notre école. » En effet, avec les choix qu'on lui impose en matière d'enseignement, l'école ne produira que des infirmiers, ce qu'il ne peut accepter. Après le départ d'Alexandre Yersin, à ma connaissance, la faculté mixte de médecine et de pharmacie d'Hanoï ne formait que des gens plutôt taillés pour une certaine profession, stéréotypés plutôt, oui. Je ne dis pas que ce soit mauvais par rapport à ce qui n'existait pas avant. Mais pour former un médecin, il faudrait former quelqu'un qui soit universel, qui connaisse un peu la vie sociale, la philosophie. Parce que tous les ajustements humains doivent avoir une orientation, doivent avoir une philosophie. Les gens ne sont pas des robots. Mais paraît-il, parce que je n'étais pas né dans le temps, pas encore, mais un bon médecin ne peut l'être que s'il est bien formé. Pas seulement un médecin avec toutes les techniques dites de pointe. Parce que la technique de pointe est celle qui vieillit le plus vite. Mais c'est quelqu'un qui possède quelque chose dans la tête et dans le cœur. C'est dans cet esprit-là que Yersin aurait voulu que le médecin vietnamien soit formé. Mais il n'a jamais réussi à convaincre les gens de l'époque, les gens qui dirigeaient dans l'époque. Các cái hormone, còn cái u mà không bài tiết thì mình sẽ thấy nó biểu hiện bằng cái khối u trên lâm sàng, sờ thì khối u to, mình thăm khám lâm sàng thấy có cái sờ thì khối u to và sẽ đi khám của biểu hiện của chúng có xem là do giống như bên biển không có cái hình ảnh để sau cái hình
à ma connaissance, il aurait présenté sa démission doucement. Il n'est pas sorti en claquant la porte en tant qu'intellectuel. Il ne claque pas la porte. Mais par son geste, par son attitude, on a pu comprendre que Yersin était mécontent. Voilà. Et personnellement, j'approuve sa conduite en tant que maître que j'ai jamais connu mais que j'admire. En 1904, il quitte son poste à l'école de médecine de Hanoï et regagne Nha Trang. Il cumule désormais les postes de directeur des instituts Pasteur de Saigon et de Nha Trang, qui se développent progressivement tout en étant rattaché à l'Institut Pasteur de Paris, dont il est mandataire. Une fois, j'ai passé chez lui, il est toujours au véranda, en me regardant, je ne sais pas pourquoi. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, je commence à parler français. Et une fois, je lui ai demandé à visiter sa maison. Et je parle en français, il me refuse en me regardant seulement. Et je dois sortir de sa maison. Et une fois, j'ai rencontré un camarade qui me parlait. Il ne faut pas parler en français avec Dr Yersin. Il faut parler en vietnamien. Il faisait le troc avec les compagnons. Là, de village en village de minorités ethniques, il donne des étoffes et il loue les éléphants. Voilà. Je ne sais pas comment décrire son attachement pour les habitants du village de Con. Il disait qu'ils étaient ses amis les pêcheurs. Mais même la police ne pouvait accéder dans ces quartiers. Quelquefois, dans certains villages, il y a des querelles entre certaines minorités. C'est lui qui arrangeait ces querelles. Alors on devient pacifique. On va dire qu'il parle quelques mots des minorités ethniques. Il venait en aide lorsque les gens tombaient dans des difficultés telles que accidents, incendies, perte de barques, de biens. C'est mon père qui les amenait le voir. Pour les gens pauvres tombés malades, il écrivait à l'hôpital de l'armée pour qu'ils puissent y bénéficier de soins. Il aimait beaucoup les habitants du village de Cône, mais pas les bonzes ou les curés. Il les considérait comme paresseux et peu travailleurs. Alexandre Yersin était un intellectuel. Il a dû travailler avec des pêcheurs, des gens qui n'avaient pas sa formation, des gens simples du peuple. Il les a fait travailler et avec eux, il a réussi à réaliser son rêve. Au lieu de recruter quelqu'un du dehors à qui il ne pourrait pas faire confiance, il demanda à mon frère et moi de nettoyer son bureau chaque jour. Ensuite, nous pouvions prendre le petit déjeuner qu'il nous préparait avant d'aller à l'école. Il nous a aidés en fait, parce que nos salaires à tous les deux étaient de 20 dongs indo-chinois, alors que celui de mon père était de 27 dongs.
Il y a des vieilles dames qui vendaient maintenant des petites choses dans les rues. Bon, quand je demande est-ce que vous connaissez Yersin, elle a dit oui, je connaissais bien Ongnam, c'est le nom qu'il lui donne. Ongnam, c'est monsieur le 5e. Parce que vous savez, il est dans l'armée, il a 5 galons, je sais pas quoi. On l'appelle monsieur le 5e. Et ces gens-là ont parlé que quand mon mari et les voisins boivent trop, monsieur le 5e, il a pris un appareil de caméra, il a filmé ces gens, et le soir, en se groupant devant sa villa, il a projeté sur l'écran les scènes de beuverie de ces gens. Et les gens se disent, ah, est-ce que j'étais moche, est-ce que c'est pas bien, etc. C'est une sorte d'éducation qui va droit au cœur des paysans. Ça, c'est un trait de lui, c'est-à-dire qu'il est très proche du Vietnam. Quand il avait du temps libre avec mon père, il allait filmer la vie au village de Khon, le travail à la mer. Puis il envoyait la pellicule en France pour le développement. Et lorsque le film lui était renvoyé, il allait le montrer aux habitants. Il se comportait avec tout le monde de la même façon, ne faisant pas de distinction entre grands ou petits, grands de ce monde ou petits de ce monde, enfants ou adultes. Je crois que chaque chose a deux faces. Et cette face-là, je croyais qu'elle ne serait pas dans l'intention des gens qui dirigeaient le pays dans le temps. C'était les administrateurs français dans le temps de Paul Doumer, etc. Mais il y avait des gens qui ont pu faire quelque chose, tel Yersin. C'est grâce à ces gens-là, précisément, que la France ait pu garder le droit de citer dans le rayonnement de sa civilisation dans le monde, dont l'Extrême-Orient, le Vietnam. Par exemple, un livre sur Khanoa, les hommes célèbres du Vietnam à Khanoa, les étrangers seulement. Yes. Vous avez ça à la bibliothèque. On retrace la vie des hommes célèbres Yersin, en même temps que les héros pour la libération. Donc la population n'est pas ingrate, et elle garde le souvenir de ces personnes-là. Donc à Hanoï, à Saigon, à Nha Trang, à Dalat, il y a toujours la rue Yersin, qui est réservée dans une des plus belles rues de la ville. Et partout, il y a le docteur Yersin. Maintenant, il vient de faire un parc Yersin, où tout le monde vient pour s'amuser le soir, etc. Je dois beaucoup de respect à M. Yersin et je lui voue un véritable culte. Car dans ma famille, nous pensons que même s'il n'a pas eu d'enfant, il a élevé mon père et en a fait un homme accompli. Il restera dans ma mémoire à jamais. Chère maman, tu me demandes si je prends goût à la pratique médicale. Oui et non.
J'ai beaucoup de plaisir à soigner ceux qui viennent me demander conseil, mais je ne voudrais pas faire de la médecine un métier. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais demander à un malade de me payer pour les soins que j'aurais pu lui donner. Je considère la médecine comme un sacerdoce, ainsi que le pastorat. Demander de l'argent pour soigner un malade, c'est un peu lui dire « la bourse ou la vie ». Voilà des idées qui ne sont pas, je le sais, partagées par tous mes confrères, mais enfin, ce sont les miennes, et je crois que j'aurais bien de la peine à les abandonner. De toute ma vie, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu le Bouddha. Je n'ai jamais vu le Tamam. J'ai vu seulement le docteur Yersin en chair et en os. Nam cara ko ba dam ba o dam o dam o ba bruk pa gung rjak dam bruk ta kercik mam dam mam o dam o dam dam rồi con kết mòn đầm mầm mộ tạm ba rồi con cá mộ tọ bên mầm đầm mầm nó ôi ôi đầm ôi đầm ôi tôi bỏ yêu nè đầm ba thì green neck yêu vậy mầm đầm nào cô đâm ba đất lấy xó bỏ lấy cho bơi đâm cái cho đất bơi đâm giật đệ nào ôi đâm ôi nôi nhiều tôi bỏ yêu nè ba nó ba hậu nó ba bực tiếng răng răng tim mầm ba đâm ba buộc mùi tổ tỏa ba dọa mùi tring trình mùi tầm mầm nào cô bực rim cung tung rim tác giặc rim play đâm